bienvenue dans ce cours d'introduction aux fonctions de plusieurs variables. Donc c'est quoi une fonction de plusieurs variables? Avant d'expliquer dans quel contexte ça peut être utile d'étudier ce genre d'objet. Une fonction de plusieurs variables, c'est une fonction qui ne va pas simplement de R dans R, ou d'un intervalle de R à valeur dans R, comme vous avez pu le voir, et c'est un prérequis de ce cours dans le cadre de cours d'analyse réelle. Donc c'est une fonction qui va de RD dans RP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en entrée, elle prend un vecteur de D variables, x1, xd, et en sortie, elle vous sort un vecteur de P variables. Donc par définition, ce vecteur, c'est f de x1, xd, mais comme c'est un vecteur en dimension P, il peut s'écrire sous la forme f1 de x1, xd, etc., jusqu'à fp de x1, xd. Et donc, bien sûr, sans trop de surprise, pour pouvoir étudier des fonctions de plusieurs variables, il faut avoir bien compris les propriétés des fonctions d'une seule variable. Donc les prérequis, c'est de bien maîtriser l'analyse réelle d'une variable, fonction d'une variable, que sont la continuité, la dérivabilité et notamment tous les développements de Taylor. Taylor-Young, Taylor-Lagrange et Taylor avec reste intégrale, dont on va se servir à foison, notamment pour les preuves de ce cours. Alors pourquoi on s'intéresse à des fonctions de plusieurs variables? Je vais prendre l'exemple très important et plus simple où P égale 1. Et d'ailleurs, dans ce cours, on va souvent se placer dans ce cas parce que, en fait, une fois qu'on a réussi à dire des choses, à donner des propriétés de fonctions à valeur dans R, en fait, ça s'en déduit parce que vous voyez que finalement, une fonction à valeur dans RP, c'est rien d'autre que P fonctions à valeur dans R. Ici, les fonctions F1 jusqu'à FP sont des fonctions de RD dans R. On y reviendra. Alors, un champ d'application absolument fondamental dans toutes les mathématiques et dans les applications, c'est le champ de l'optimisation, où P est égal à 1. Et une application tout à fait naturelle de l'optimisation qui vient à l'esprit tout de suite, c'est par exemple l'économie. En économie, vous imaginez que vous voulez en l'occurrence minimiser par exemple un certain coût, vous voulez minimiser une certaine fonction, f, et puis cette fonction-là, c'est... alors en économie, vous allez peut-être même plutôt vouloir maximiser, en l'occurrence, on va prendre cet exemple plutôt. Donc, minimiser un coût ou alors maximiser, disons, un bénéfice, et vous avez un certain nombre de variables à votre disposition. Par exemple, le prix auquel vous allez vendre quelque chose, le prix auquel vous allez acheter quelque chose, le nombre de tels produits que vous allez produire. Donc un certain nombre de variables, mais vous voyez qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait qu'une, ou deux, ou trois. Il peut y en avoir 57, il peut y en avoir 39, il peut y en avoir peut-être même 2 millions. Vous avez une fonction f de x, où x est un vecteur à des variables, donc f de x1, xd, et vous allez vouloir maximiser sur un certain ensemble, que je vais noter oméga ici. Oméga, c'est un sous-ensemble de RD. Ce serait, si vous voulez, le domaine de la fonction où, si vous pensez à x comme étant des prix, ça va être des variables positives. Donc ici, vous allez supposer que les x sont tous positifs. Alors, vous pourrez me dire, d'accord, c'est utile en économie. Figurez-vous que, et c'est encore une fois un exemple parmi tant d'autres d'applications de l'optimisation, quand vous allez faire un scanner à l'hôpital, eh bien, ce qui se passe, c'est que le scanner résout un problème d'optimisation. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de trouver l'image, le scanner vous sort une image, qui donne le meilleur accord avec les données récupérées par le scanner. Donc le scanner récupère certaines données et le but c'est de sortir la meilleure image. Et une image, c'est un vecteur. Quand vous avez une image ici, d'un point de vue numérique, une image, c'est la donnée de, si vous avez une image en noir et blanc par exemple, d'à quel point chaque pixel est noir ou blanc. Donc si vous avez, je sais pas moi, 50, donc c'est vraiment une petite image, 50 par 50 pixels, donc 2500 variables, pour chacune des positions dans l'image, vous avez une grandeur par exemple entre 0 et 1 qui va de complètement noir jusqu'à blanc en passant par toutes les nuances de gris. Donc vous voyez ici, la meilleure image, c'est trouver le meilleur vecteur de taille 2500, la meilleure image qui est en accord avec les données qu'a récupéré le scanner. Et ici, j'ai pris un exemple en petite dimension, 50 et 50, c'est pas très grand, mais dans la vraie vie, les vrais scanners, ça va pas être 50 x 50, ça va être plutôt 250 x 250, voire même en 3 dimensions. Vous allez avoir un objet qui vit dans R puissance plusieurs millions potentiellement.
Et si on prend quelque chose d'encore plus récent, à savoir les réseaux de neurones, ça résout un problème d'optimisation en dimension très très grande. Là, on parle de dizaines de millions, de centaines de millions, voire encore plus de ce qu'on appelle en l'occurrence des paramètres. Voilà, l'optimisation est omniprésente et l'optimisation nécessite de parler de fonctions à plusieurs variables. Et la première idée qui peut venir à l'esprit si vous pensez à vos résultats de fonctions d'une seule variable, si vous cherchez le minimum d'une fonction, hein, vous avez un résultat qui vous dit que si ce n'est pas sur les bornes de l'intervalle sur lequel vous regardez la fonction, eh bien nécessairement si f est minimal en un certain point, alors sa dérivée doit s'annuler en ce point, si la fonction est dérivable. Hein, vous avez ce résultat-là, si x minimum de f, ça implique que f' de x égale 0, hein, en gros. Donc vous voyez que ça nécessite de parler de la dérivée de la fonction. Ok, bon, c'est quoi la dérivée d'une fonction? C'est faire f de x plus h moins f de x sur h et faire tendre h vers 0. Alors du coup, il va falloir qu'on donne un sens à ce que ça veut dire que faire tendre h vers 0, mais plus quand on a une fonction d'une seule variable, auquel cas vous avez a priori déjà vu ça, et c'est, je le répète, un prérequis pour ce cours, mais lorsque h vit dans Rd. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour un vecteur de tendre vers 0? Ça, on va voir que c'est pas très difficile. Autre problème, ici on divise par h. h est un vecteur de Rd lorsqu'on va prendre une fonction à des variables. Qu'est-ce que ça veut dire de diviser par un vecteur? Ça ne veut rien dire en fait. Donc on va devoir avoir une définition de la dérivabilité. On va voir que c'est la notion de dérivée suivant une direction qui permet de généraliser ce genre de propriété. Alors je répète que dans ce cours-là, on ne va pas parler d'optimisation, mais que tous les concepts ils vont être cruciaux pour des cours de mathématiques appliquées plus avancés, et l'optimisation en fait partie. Ok. Et avant de pouvoir parler justement de fonctions en elles-mêmes, on va devoir parler un petit peu de topologie dans RD. Ça va être seulement introductif. C'est pas un cours de topologie, mais on va voir quelques notions de topologie qui nous sont nécessaires pour parler de fonctions de plusieurs variables. Dans votre cours d'analyse de fonctions d'une seule variable, vous vous êtes donné un outil pour mesurer la distance entre des points. Hein. Nous, à terme, on va vouloir écrire des choses du style a plus h, ou plutôt, disons h tend vers 0, où h est un vecteur de Rd. Et vous avez vu aussi, on va vouloir aussi par exemple se demander ce que ça veut dire qu'une suite, mais cette fois d'éléments de Rd, tend vers un certain U. Dans R, vous avez un outil qui vous permet de mesurer la distance d'un point à un autre. À savoir que vous pouvez faire l'écart en valeur absolue de UN à sa limite potentielle. Hein, donc c'est ça votre manière de mesurer les distances, c'est que vous avez deux points de manière plus générale, vous avez deux points x et y de R et vous formez la valeur absolue de x moins y. Donc dans RD, on va avoir besoin d'une notion équivalente et ça va faire intervenir la notion de norme, qui est une notion tout à fait générale, plus générale que sur les espaces de dimension finie comme les RD. Mais dans ce cours, on va se cantonner à RD et je vous renvoie à un cours de topologie de 3e année de licence pour voir ce que c'est qu'une notion, pour utiliser des normes sur des espaces plus abstraits et potentiellement de dimension infinie. Donc nous, on va utiliser une norme particulière sur RD. Donc pour x appartenant à RD, on note sa norme euclidienne. Donc on prend x, on lui met deux barres à gauche et à droite, et on a un indice 2. Là, le 2, c'est pour dire qu'on prend cette notation avec les doubles barres, c'est ce qu'on appelle une norme. C'est la notation qu'on utilise pour faire référence à des normes. Et ce 2 ici, c'est pour faire référence au fait qu'on choisit une norme bien particulière qui est la norme euclidienne. Et comment? C'est la norme qui est ce qui vous est la plus naturelle, qui consiste à calculer racine de x1 au carré plus etc. jusqu'à xd au carré. Autrement dit, pour regarder la taille d'un vecteur de Rd, vous regardez cet objet-là. Et en dimension 2, c'est rien d'autre que de dire que la distance d'un vecteur de R2, vous considérez que c'est cette distance au carré plus cette distance au carré, la somme de cette distance au carré plus cette distance au carré avec une racine. On peut voir ça comme le théorème de Pythagore. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la norme euclidienne. Cet objet-là, c'est la norme euclidienne de x. Et ce qui est très important, c'est que
faut bien voir que cet objet, donc, c'est une application. Pourquoi c'est une application? Parce que cette application, elle fait quoi? Vous lui donnez à manger un vecteur x de RD et elle vous sort un réel positif. Donc, la norme 2, la norme euclidienne, avec un point ici, ça veut dire je vois ça comme une fonction. C'est une fonction qui prend en entrée un vecteur de RD et qui en sortie vous donne un élément de R+. Okay. Et ça, c'est une norme, pourquoi? Parce que ça satisfait un certain nombre de propriétés, et quand une application de RD dans R+, satisfait ces propriétés, on l'appelle norme. Donc, définition. On dit que une application de RD dans R+, notée avec ces doubles barres, est une norme si je vais peut-être utiliser une autre notation à ce stade. On dit qu'une application n, donc je me donne une fonction qui va de RD dans R+, et je dis que c'est une norme si, alors premièrement, comment on appelle ça, la séparation? Si on a la propriété de séparation, donc le but d'une norme, c'est de mesurer les distances, de mesurer les tailles de vecteurs. Donc la première chose qu'on veut lui demander, c'est que si vous lui donnez le vecteur nul, le vecteur avec que des zéros, eh bien sa norme soit 0. Autrement dit, sa distance à l'origine, c'est 0. Donc la séparation, c'est la propriété que norme de x égale 0, si et seulement si x égale 0. La seule manière d'avoir un vecteur dont la norme est nulle, c'est en fait une blague, c'est d'avoir pris le vecteur nul. La deuxième propriété, c'est celle qu'on appelle l'homogénéité. Et cette propriété, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous multipliez un vecteur par un scalaire, alors la norme est multipliée par ce scalaire, en fait par la valeur absolue de ce scalaire. Si ce scalaire est notamment, il faut faire attention au cas où le scalaire pourrait être négatif. Donc pour tout lambda appartenant à R, la norme de lambda x égale valeur absolue de norme de x. Sûr, c'est une propriété tout à fait naturelle. Si on multiplie le vecteur par lambda, on veut que sa norme soit, elle, multipliée par la valeur absolue de lambda. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Et une troisième et dernière propriété, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire, elle dit quoi, cette inégalité? Elle dit que pour tout xy appartenant à RD, donc quels que soient les deux vecteurs que je me donne dans RD, la norme, la taille de x plus y, grand N de x plus y, est plus petit que n de x, que la taille de x plus la taille de y. Donc voilà les propriétés demandées à une norme. Alors, donc il y a trois propriétés, mais notez quand même que souvent il ne faut pas oublier de vérifier que l'objet qu'on nous donne, qui est un candidat pour être une norme, doit être à valeur de 1+. De certaine manière, il y a une propriété qui est cachée là-dedans, c'est qu'il faut que l'application vous sorte un réel positif. Et ensuite, il faut vérifier ces trois propriétés. Alors donc, exemple, eh bien, la valeur absolue, c'est une norme sur R. La valeur absolue est une norme sur R. Ça, c'est une propriété que vous connaissez bien. Le fait que la norme, la valeur absolue, satisfait l'égalité triangulaire, vous le savez. Le fait que la valeur absolue de x égale 0, si et seulement si x égale 0, vous le savez aussi. Et puis enfin, le fait que si vous calculez la valeur absolue de lambda x, ça vous fait valeur absolue de lambda fois valeur absolue de x, vous le savez aussi. Bien sûr, c'est ta valeur dans R+.
Alors le fait que la norme 2, c'est une norme sur RD, ça c'est un résultat qui est un petit peu moins évident. Ces deux résultats-là, vous pouvez vérifier qu'ils se déduisent très facilement de la formule de la norme 2. Mais celui-là est un peu moins évident, mais malgré tout, il est vrai. On ne va pas le démontrer. Ce cours, en fait, il a vraiment pour objectif de vous donner des premières intuitions sur les fonctions à plusieurs variables, et non pas de rentrer dans le détail des preuves. Pour toutes les preuves d'ordre topologique, je vous renvoie à votre cours de 3e année de licence où vous allez montrer à tire-larigot que des objets sont des normes. Je voulais juste signaler que, vous pourriez me dire, bon, mais voilà, on a à chaque fois un seul moyen pour calculer les distances sur l'ensemble RD. On prend la norme euclidienne et puis voilà. En fait, non, il y a d'autres normes, il y a d'autres manières de mesurer les écarts entre les points. Par exemple, si je prends ces deux points-là dans RD, je peux considérer que leur distance, c'est la racine de cette distance au carré plus cette distance au carré. Ça consiste à regarder la distance entre ces points via la norme euclidienne. Mais je pourrais aussi dire, pourquoi pas dire que la distance entre ces deux points, c'est la somme de la valeur absolue de la distance qui les sépare en abscisse et de la distance qui les sépare en ordonnée. D'une certaine manière, ce serait une bonne distance pour mesurer combien vous devez parcourir pour aller d'un point A à un point B, par exemple dans une ville comme Manhattan. Okay, donc, retenez qu'il n'y a pas une distance qui s'impose selon le problème. Une distance peut être plus ou moins pertinente qu'une autre. Nous, on va travailler avec la norme euclidienne, mais donc je vais juste vous donner deux autres normes très importantes sur RD. Donc, en voici deux autres. Alors, pour x appartenant à RD, on va définir deux normes. Elles ont des petits noms, elles aussi. La première, ça consiste à faire ce que j'ai expliqué rapidement sur le dessin là-bas, à savoir sommer les composantes de x avec des valeurs absolues. Donc pour x appartenant à RD, x qui s'écrit x1, xd, ce qu'on appelle la norme 1 de x, c'est la somme pour i allant de 1 à d des valeurs absolues de xi. C'est exactement la distance à la Manhattan, si vous voulez. Donc ça, c'est la première distance. La première, norme, ça c'est une norme. Quand vous avez une norme, vous avez automatiquement une distance entre deux points x et y en prenant la norme de x moins y. Donc la distance associée à cette norme, la norme 1, c'est l'objet qui a x, y associe une norme de x moins y. Et voici une autre norme, c'est la norme dite infinie. Et cette norme, elle fait quoi? À partir du vecteur x dans RD, elle regarde toutes les valeurs absolues des composantes de x et elle prend le maximum de ces composantes, de ces valeurs absolues. C'est le max des valeurs absolues de xi pour i parcourant 1d. Donc voilà pour la notion de norme et différents exemples de normes. Donc j'insiste sur le fait que nous, on va travailler avec la norme d que je vais écrire ici, la norme 2, pardon, donc la norme euclidienne. Qui est cette norme. Et on verra, puisqu'une question naturelle, c'est de se demander, et ça encore, je renvoie à votre cours de topologie, mais j'évoquerai un petit peu cette notion. On peut se demander, lorsqu'on énonce une propriété qui dépend d'une norme, on va donner des définitions. Par exemple, dire qu'une suite converge vers une certaine limite. On va voir que cette définition, elle va impliquer la norme qu'on a choisie, à savoir la norme euclidienne. Donc on pourrait se demander, mais si UN, une suite, tend vers U pour cette norme, est-ce qu'elle tend vers U pour une autre norme? Autrement dit, est-ce que les définitions qu'on donne dépendent de la norme choisie? Et heureusement, d'une certaine manière, la réponse est non lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie, ce qui est le cas de RD. Donc,
Ça, on ne démontrera pas ce résultat, c'est un résultat de topologie, mais c'est important, c'est rassurant, disons, pour savoir que tout ce qu'on va dire, même si on l'énonce pour la norme euclidienne, ces définitions, elles sont en fait totalement équivalentes si on les énonçait dans d'autres normes.